Bonjour, bonjour et bon réveil à tous. Merci d'être là en ce mardi. Ravi de vous retrouver également. Aujourd'hui, dans Bonjour d'Algérie, nous aurons l'occasion de mettre le cap sur Oran. Oran qui reçoit un événement méditerranéen cette fois-ci, puisqu'on va justement faire le tour autour, voilà, des pléonasmes de bon matin. C'est pas grave. Alors, on va parler de gastronomie grecque, tout simplement, oui, avec Iman Mahrougras qui nous attend et qui sera en direct à partir d'Oran dans un moment. Et puis, nous aurons aussi l'occasion de recevoir le professeur Le Ben qui viendra nous parler de la semaine. Cette semaine, on est en plein dedans d'ailleurs, la semaine de promotion de l'allaitement. Et puis ce matin, bien sûr, nous sommes mardi, comme chaque mardi, la rubrique Mosaïque s'installe avec Nassiba Jaïdir à sa tête. Bien sûr, Nassiba Jaïdir qui reçoit des pointures et aussi des empreintes de l'art algérien. Donc aujourd'hui, elle a choisi de vous présenter Karim Haddaoui ainsi que Nassima Zahir, tous deux céramistes. Dans cette matinale, n'oublions pas le point météo dans un petit moment ainsi que le point d'actu avec Najma Hirosh qui reçoit aujourd'hui le commissaire du Salon international du livre d'Alger. Donc dans un petit moment, le détail, le bilan de cet événement tant apprécié du côté d'Alger et puis même à travers le territoire national. Voilà qui est dit un petit peu par rapport à la composante de Bonjour d'Algérie aujourd'hui. J'espère que vous apprécierez les thématiques sélectionnées. Et tout de suite, sans plus tarder, place aux nouvelles du ciel avec Amel Laribi. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Bonjour Amel. Bonjour Adia. Ça va? Ça va, merci. Ah, j'ai toujours des sourires le matin avec mes petites bavures. Oui. Votre charme. Oui. Merci, merci. Alors, que nous disent les cieux aujourd'hui, Amel? Eh bien, ça va être voilé tout au long de la journée, d'ouest en est. D'ouest en est? Exactement. Ouais, bah, y a un petit peu de soleil le matin, j'imagine, à Alger. Bah. Un tout petit peu, oui. Ouais, non, mais il y aura c'est quand encore même. rouge. Exact. Le ciel est encore rouge. Donc Avec le ça lever du promet soleil, quand même oui, c'est très beau. un lever assez... Magnifique. Voilà. Alors, donnez-nous le détail, s'il vous plaît. Merci Radia. Alors bonjour à tous et bon réveil. Pour aujourd'hui, eh bien, le ciel se montrera plutôt brumeux en ce début de matinée sur les régions de l'ouest, également l'intérieur centre et est du pays avec possibilité de quelques pluies mais en matinée sur les hauts plateaux de l'ouest et le centre. Puis le ciel deviendra le plus souvent voilé sur les régions de l'ouest et le centre mais partiellement voilé à l'est du pays. La moitié sud de la brume également avec des nuages bas en début de matinée sur le Nord Sahara et les oasis, puis le ciel restera plutôt voilé tout au long de la journée. Également partiellement voilé vers l'extrême sud, le Gartassili, le sud-ouest, plus exactement le Béchaoua et Tindouf où on aura quelques pluies durant la journée. Ailleurs, le soleil brillera de tous ses feux sur le Sahara central, le Sahara oriental avec 2 fréquences de sable sur la Saoura, le Nord Sahara et les oasis. Les températures, quant à elles, eh bien, seront plutôt douces pour la saison avec un maximum de 25 degrés du côté de Mostaganem, Relizane et Chlev, 24 Oran, également Alger, 22 Tizi Ouzou et Tlemcen, 23 à Mascara et Annaba, 17 Sétif, Batna, 15 degrés Djelfal, Beyod, au sud 19 degrés le minimum du côté de Béchar, 22 à Gardaya, 23 à Bécha, à Biskra, 24 Hassim Saoud Wargla, Tindou, 28 à Insalah, 25 degrés Tamanrasset, Janet et enfin le maximum toujours à Borj, Bedjimourtar et Ingezem avec 35 degrés. Et comme toujours, on va faire un petit voyage du côté de l'Europe. Le ciel restera tantôt nuageux et tantôt ensoleillé, plus exactement à Varsovie, Budapest, Londres, Dublin, Paris, Bordeaux, Marseille, également Rome. Le soleil sera au rendez-vous vers Lisbonne, Madrid, également Athènes. Des nuages saturés de pluie intéresseront la ville d'Oslo, Helsinki, Copenhague, Berlin, Berne, nuageux du côté de Prague. Côté température, eh bien, on relèvera 8 degrés seulement à Oslo, 9 à Helsinki, 14 à Londres et Paris, 13 à Dublin, 11 vers Berne, également Berlin, 12 à Prague, 14 à Varsovie, 18 à Athènes, 21 degrés le maximum du côté de Rome et enfin 19 degrés Madrid et Lisbonne. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. La météo vous a été présentée par Mobilis.
Timide mais présent, le soleil quand même. Voilà, on va Même dire en ça. Europe. Exactement. Merci beaucoup, Amel. C'est moi Passez qui une vous excellente journée Excellente vous-même. journée également. Et puis tout de suite, sans plus tarder, mesdames, messieurs, on cède un petit peu la parole à Najma Hiresh et son invité du jour dans le Flash Info. Tout de suite. Bonjour Adia, bonjour à tous. Dans l'actualité aujourd'hui, le Premier ministre Ahmed Ouyahia à Palerme où il représentera le président de la République Abdelaziz Bouteflika à la conférence internationale sur la Libye conviée par le gouvernement italien. Ahmed Ouyahia sera accompagné à cette occasion par le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel. Toujours plan coopération, le Premier ministre Ahmed Ouyahia a reçu hier la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Federica Mogherini, dans le cadre de la tenue de la deuxième session du dialogue de haut niveau Union européenne-Algérie en matière de sécurité régionale et de lutte contre le terrorisme. Abdelkader Msahel, ministre des Affaires étrangères, était présent a assisté donc à cette audience. La haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-présidente de la Commission européenne, Federica Mogherini, a été reçue par le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, les deux responsables qui co-président la deuxième session du dialogue Algérie-Union européenne de haut niveau sur la sécurité régionale et la lutte contre le terrorisme. Un dialogue lancé en octobre 2017 à Bruxelles. Leurs échanges sur les menaces terroristes et leur connexion avec le crime organisé transfrontalier et les moyens d'approfondir la coopération entre l'Algérie et l'Union européenne au cœur de cette session à Alger. La ministre de la Poste, des Technologies et du Numérique ainsi que le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville ont inauguré hier l'agence commerciale d'Algérie Télécom située à la nouvelle ville Sidi Abdellah ainsi que des bureaux de poste. En outre, 3 conventions cadrées ont été signées entre Algérie Poste et Algérie Télécom, OPGI, NP ainsi que l'ADL, des conventions cadres signées en présence des 2 ministres qui s'articule donc autour de la mise à la disposition d'Algérie Poste de locaux, donc Algérie Poste qui s'engage à aménager en bureau de poste au sein des nouvelles réalisations urbaines pour accompagner l'extension du tissu urbain et offrir des services postaux et financiers aux nouveaux résidents dès leur installation. Aujourd'hui est prévue à Sidi Bel Abbès la visite du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Nourdine Bidoui, qui doit inaugurer l'hôpital des personnels de la Sûreté nationale, le centre anti-cancer. Et par la suite, il tiendra au siège de la Wilaya une rencontre avec la société civile. Le ministre des Transports et des Travaux publics doit inaugurer aujourd'hui, donc Abdelghani Zalen, 2 stations de métro d'Alger, à Ali Boumendjel qui se trouve à Alger Centre, ainsi qu'une 2e station métro qui se trouve à Gué Constantine à Kouba. Merci, donc c'était l'info du jour. Tout de suite, je vous propose l'invité de la matinale. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Messaoudi Hamidou, commissaire du Salon international du livre d'Alger. Monsieur, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Bonjour à tous les téléspectateurs de Canal J. Donc la 23e édition qui vient de prendre fin, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet incontournable rendez-vous pour cette année? Effectivement, comme vous venez de le dire, la clôture du 23e édition du Salon du Livre d'Alger était le samedi 10 novembre à 19h. Après 10 jours d'un grand événement culturel que vit l'Algérie chaque année. Cette année, c'était vraiment exceptionnel, une réussite exceptionnelle pour plusieurs raisons. Qu'est-ce qui a fait justement premièrement, c'est le nombre de maisons d'édition qui ont participé à cette édition, plus de 1000 maisons d'édition, le nombre de pays, 48 pays, et également
l'invité d'honneur qui était la Chine, avec une délégation de plus de 150 personnes à leur tête, une brochette de grands écrivains, de grands romanciers, et à leur tête également le prix Nobel de littérature, M. Moyan, d'ailleurs qui a été décoré par son Excellence le Président de la République de la médaille du mérite national, au même titre que le grand cinéaste Costa Gavras, le réalisateur du film Z en 67. Et l'autre aspect, c'est le nombre de visiteurs. Cette année, on a dépassé la barre de 2 300 000 visiteurs qui sont venus des quatre coins du pays. Justement, les visiteurs, est-ce que les visiteurs, à votre avis, sont tous des lecteurs ? Même si ce n'est pas tous des lecteurs, le fait qu'ils viennent au salon du livre, côtoyer les écrivains, côtoyer les romanciers, prendre connaissance des nouveautés, c'est déjà pas mal. Peut-être c'est du tourisme culturel, si j'ose dire, mais je pense que les gens ne font pas 1000 km, 1200 km uniquement pour faire du tourisme ou pour la bouffe, comme le prétendent certains. C'est sûr qu'ils viennent pour le livre. Et d'ailleurs, les ventes cette année étaient vraiment conséquentes. Et je pense que pour l'instant, la bouffée d'oxygène pour les éditeurs arabes et algériens, c'est le salon du livre. Là où on réalise un chiffre d'affaires assez important. Toutes disciplines confondues, les nouveautés, le livre littéraire, le livre scientifique, le livre universitaire, le livre pour l'enfant, et également le livre religieux. Il a son public, il a ses lecteurs. Donc je peux dire que le salon du livre d'Alger, c'est devenu une bouffée d'oxygène pour les éditeurs algériens et les éditeurs arabes. Et au regard du succès enregistré, pourquoi ne pas organiser d'autres, pas ainsi là, mais d'autres salons, d'autres événements ailleurs, pas seulement à Alger, dans le sud du pays par exemple? Écoutez, dans le monde entier, le salon du livre, c'est la capitale. Le salon de Francfort, c'est toujours Francfort. Le salon de Paris, c'est toujours Paris. Le salon du Caire, c'est toujours le Caire. Mais nous sommes en train de réfléchir avec le ministère de la Culture pour organiser des salons régionaux de l'édition algérienne et les importateurs. Vous savez, dans le domaine du livre, il y a des importateurs qui, soit des pays arabes, des pays occidentaux. Donc on peut faire des salons régionaux, comme ça se faisait il y a une dizaine d'années de ça, à Constantine, à Oran et le sud du pays. Et je crois qu'à partir de l'année prochaine, il va y avoir 5 ou 6 salons régionaux pour approcher, pour mettre à disposition des lecteurs le livre dans toutes les régions du pays. Bien sûr, et inciter un plus grand nombre de lectorats. Et qu'en est-il du nombre d'écrivains et d'auteurs? Vous savez, cette année, on avait programmé plus de 70 rencontres d'estrade, de tables rondes. C'est de l'activité culturelle en parallèle du Salon du Livre. Il y a eu pas mal de grands écrivains algériens, étrangers. Le nombre d'invités était autour de 100 invités. Dans la part du Lion, c'est aux Algériens, ça va de soi. Je citerai Wassine El Harad, je citerai Amin Zawi, je citerai Ahmed Jabbar, l'ex-ministre de l'enseignement supérieur, Saïd Boutadjine, et également des étrangers. Tout à fait, on a toujours compté de très belles plumes. Gilles Montserrat, qui est membre de l'association Maurice Audin, l'ex-ministre de la Culture égyptien Djaber Asfour, un Marocain, un Algérien. On a touché les 4 continents. Et cette année, il y avait de grosses pointures et je crois que ça a été une réussite du fait qu'on a attiré le public et les gens qui s'intéressent à la littérature. Je citerai également le grand historien Abdelmajid Merdessi qui vient d'éditer son livre sur le GPRA, qui a fait une conférence extraordinaire le 1er novembre. Il y avait un public extraordinaire. Bien sûr, je disais tout à l'heure qu'on avait de très belles plumes qui sont toujours, qui arrivent à s'imposer quand même dans le monde littéraire. Les plumes, c'est le nombre de jeunes qu'on a reçus cette année, une dizaine de jeunes écrivains des 4 coins du pays qui ne dépassent pas les 16 ans, qui ont fait des romans qui a attiré le lecteur. Il y avait un jeune de Bourj Amar Idriss qui a fait un roman
extraordinaire. Il en a vendu plus de 1000 exemplaires durant le salon avec des ventes dédicaces. Donc, on a donné l'opportunité aux jeunes écrivains de côtoyer le public, de côtoyer la presse et d'être présents durant les jours du salon. On importe les livres, mais est-ce qu'on arrive à exporter nos plumes à l'étranger? Pour l'instant, on participe au salon à l'étranger, beaucoup plus les pays. Mais est-ce que le livre algérien se vend à l'étranger? Bien sûr qu'il se vend à l'étranger. Moi, j'ai une équipe qui. On peut avoir des indications chiffrées ou non? Le salon de Sharika, il y a eu des ventes. Bon, c'est un seul stand qui représente tous les éditeurs algériens. Donc, il y avait un stand, Algérie à Sharika, une quarantaine d'éditeurs dans le même stand, malheureusement. Les éditeurs algériens ne sont pas encore prêts d'aller exposer, d'aller vendre, d'aller tâter le marché à l'extérieur. Mais je pense que, d'après les directives de Monsieur le ministre de la Culture, on va être présent en force en 2019 dans les salons à l'étranger. Et c'est une ouverture pour exporter le livre algérien. Ben, c'est très bien. Plus d'auteurs, plus de visiteurs, plus d'écrivains, mais moins de librairies. Pourquoi? Ben, vous savez, il y a un phénomène que personne n'arrive à expliquer. Nos librairies chôment, passez-moi l'expression, à longueur d'année du 1er janvier au 31 décembre, et que le salon attire tout ce monde-là, plus de 2 millions de visiteurs, peut-être du fait qu'il y a plus de 300 000 titres exposés, plus 1000 maisons d'édition. Mais cette année, on a engagé une boîte pour faire un sondage. Et voir les avis différents pour qu'on vienne au salon du livre, les librairies, sur la place d'Alger ou ailleurs, ne travaillent pas à longueur d'année. Nous aurons les résultats de ce travail, de ce sondage dans une dizaine de jours et on va le rendre public pour arriver à expliquer ce phénomène, le nombre de visiteurs au niveau du salon et les librairies en Algérie ne travaillent pas à longueur d'année. C'est vrai, tout à fait. Le livre Amazigh qui avait aussi toute sa place dans cet événement, Monsieur Msaoudi. Effectivement, le commissariat à la Mazirité, mon ami Assad, avait un stand extraordinaire, il faut le dire. Et il y avait une série de publications ces derniers temps, soit la traduction de l'arabe ou du français à la langue amazigh, et des éditions carrément en langue amazigh, tel un dictionnaire en coédition avec l'ENAG, d'autres ouvrages en coédition avec l'OPU et l'ANEP. Donc là, ça a été vraiment un colloque, ils ont organisé un colloque durant le SILA pour voir les perspectives, faire le bilan d'abord, faire le bilan de ces dernières années, des éditions des dernières années, et les perspectives pour l'avenir très proche pour cette langue amazigh. Et le livre religieux? Oui, il était présent comme dans tous les pays arabes. Le livre religieux a sa place au Salon du Livre, au même titre que les autres pays arabes, mais pas de l'envergure des années précédentes. On a essayé de réduire le nombre de titres, parce que c'est des anciennes éditions, il faut le dire. On a donné la priorité aux nouveautés, aux livres scientifiques, aux livres pour enfants, aux livres spécialisés et éducatifs, universitaires. Mais le livre, comme tous les pays arabes, il a sa place, il a son public et ses lecteurs. Le prix du livre, Monsieur Msaoudi, je vais pas commencer par vous dire il est cher, parce que personnellement, je trouve pas qu'il est très cher, bien que je suis pas là pour donner mon avis, mais moi, je pense en dehors des livres scientifiques et universitaires, le prix est relativement assez élevé. Mais généralement, les éditeurs font des rabais assez conséquents et le livre devient abordable par rapport au prix appliqué dans nos librairies. Par contre, les autres disciplines, il me semble que c'est des prix vraiment abordables, malgré la dévaluation du dinar qui a influé sur le prix du livre. Mais par expérience, durant le salon, les éditeurs font des rabais assez conséquents, surtout les pays étrangers, surtout les pays arabes, de jusqu'à 40%, les derniers jours jusqu'à 50%. Il est préférable pour l'éditeur de le vendre à moins, avec un rabais de 50% que de le rapatrier à
son pays d'origine avec tous les frais générés, le transitaire, le transport, l'assurance. Donc les gens font des rabais assez conséquents. Mais je pense en dehors du livre spécialisé, universitaire et scientifique, les prix étaient vraiment abordables. L'industrie du livre, monsieur le commissaire, qui est confrontée aujourd'hui à pas mal de difficultés, notamment l'importation de la matière première qui s'avère chère, moyennement, et aussi la taxe élevée. Effectivement, comme vous le savez, la matière première qui rentre dans la fabrication du livre, à 98% est importée. En dehors de quelques produits, la colle et encore le reste, le papier, les plaques, les encres, toutes les matières premières qui rentrent dans la fabrication du livre sont importées. La pâte à papier a augmenté sur le marché international, il faut le dire. Mais la dévaluation, comme je l'ai dit, du dinar algérien par rapport aux monnaies étrangères, les taxes, pratiquement, nous sommes le seul pays où on paye des taxes sur les matières premières qui rentrent dans la fabrication du livre. Le papier, c'est 19%. Les plaques, les encres et tout ça, qui rend un petit peu le livre légèrement cher et non compétitif par rapport aux éditions étrangères. À votre avis, est-ce que c'est ça qui a poussé nos libraires à mettre les clés à fermer carrément? Les libraires, non, mais les éditeurs, il y a pas mal de... Les éditeurs ont baissé les bras, beaucoup. Baissé les bras, et il y a ceux qui ont mis la clé sur le paillasson. J'en connais 3 ou 4 maisons d'édition qui ont fermé carrément. Donc, ils n'arrivent plus à faire face à la cherté de la matière. Mais il n'y a pas uniquement la cherté, parce que quand on a discuté avec certains éditeurs lors de ce salon, on dit qu'il faut avoir son réseau bien défini. Réseau qui veut dire éditeur, fournisseur, vendeur, c'est-à-dire toute la chaîne. Ou sinon, quand on s'aventure à se lancer dans cette activité qui est devenue commerciale. Effectivement, elle est, en fin de compte, elle est commerciale. C'est du commerce, c'est du business, ce n'est plus une prestation. Mais écoutez, le secteur, l'instant je vous parle, il y a 3 entreprises publiques, à savoir l'ENAG, l'ANEP et l'OPU qui activent dans le domaine. Le reste, c'est des éditeurs privés. Je crois que le moment est venu pour se mettre autour d'une table et trouver une solution à la distribution du livre. De créer une entreprise de distribution par action, là où tous les éditeurs participent au capital de cette entreprise, et essayer de trouver les voies et moyens de faire acheminer les livres dans les différentes régions du pays. Vous savez, il y a des wilayas où il n'y a pas de librairie digne de ce nom. C'est vrai. Et qui est responsable de ça? C'est le ministère de la Culture? Non, ce n'est pas le responsable, c'est pas le ministère de la Culture, c'est les éditeurs algériens, qu'ils soient publics ou privés. Et le moment est venu qu'on se mette autour d'une table et trouver une solution à ce phénomène, à ce problème. Et qu'est-ce qui intéresse le plus le lecteur algérien? Quel type de livre? Vous savez, durant le salon, c'est le roman d'abord. Oui. Le roman, les nouvelles éditions, le livre d'histoire, les mémoires. En second lieu, c'est les livres scientifiques et universitaires qui manquent sur le marché algérien. Et quand il est disponible, c'est à des prix très élevés. Donc, ils en profitent durant le salon pour acheter ce genre le plein. Le livre pour enfants. Avec la collaboration du ministère de l'Éducation, cette année, on a reçu quelques 200 000 élèves d'autres wilayas qui sont venus visiter le salon et acquérir des ouvrages enfants, la littérature pour enfants, le parascolaire également. Donc c'est une aubaine, le salon des livres, c'est une aubaine pour le public, pour le lecteur, pour les chercheurs, pour les universitaires, de faire le plein pour l'année. Et c'est pour ça que durant 2 mois après, nos librairies chôment en quelque sorte. Et est-ce que vous ne pensez pas que si par exemple le ministère de l'Éducation signe une convention avec une maison d'édition pour ramener des livres à l'école, ça va non seulement promouvoir le livre algérien, mais aussi aider les jeunes, les élèves? C'est un projet. On a commencé d'ailleurs depuis que le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation ont signé une convention entre les 2 départements. Et ça a commencé pour redynamiser les bibliothèques et si j'ose dire, les librairies scolaires.
Nous avons quelques 26 000 établissements scolaires. Si on va redynamiser ces bibliothèques, ces librairies au niveau des établissements scolaires, je crois que ça va faire boule de neige et par voie de conséquence, un exemplaire par établissement, ça fait 26 000 exemplaires et ça va faire une bouffée d'oxygène pour les différents éditeurs algériens. Et qu'est-ce qui pourrait promouvoir le livre algérien? Par quel moyen? Premièrement, comme je l'ai dit, c'est les établissements scolaires. La locomotive, c'est les établissements scolaires. De deux, c'est le manuel scolaire dans les librairies. Je crois que c'est la locomotive des librairies dans le monde entier. Le manuel scolaire est distribué par des libraires et ça leur permettra d'avancer, ça leur permettra de garder l'activité. Parce que c'est rentable, il faut le dire. Les médias peut-être aussi. Les médias également, les médias faire de la promotion des nouvelles éditions, des livres, de la culture. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour l'instant de quelques médias qui font la promotion du livre, la promotion de l'édition. Je crois que tout ça... Oui, quand même, que ce soit à la télé ou par la presse. Mais c'est pas assez, croyez-moi, c'est pas assez. Dans le monde entier, quand il y a une nouvelle édition, l'auteur vient sur le plateau, fait la présentation de son livre, incite les lecteurs à acquérir ce genre d'ouvrage. C'est pas le cas chez nous, peut-être. Vous trouvez que c'est pas assez médiatisé? C'est pas assez médiatisé. Je citerai le cas en 94, si j'ai une bonne mémoire, Ahlam Stralmi a édité son livre en Algérie, Dhakirat al-Jasad. C'était pas vraiment très demandé. Mais par la suite, elle est passée dans un autre pays arabe, où là où ça a été médiatisé, on a fait quelques 3 ou 4 éditions de ce livre, parce que ça a été vraiment médiatisé et rendu public l'ouvrage présenté par l'auteur, bien entendu. On arrive à la fin de notre entretien, M. Msoudi. En un mot, si on doit évaluer le SILA 2018. Le SILA 2018, d'ailleurs, Monsieur le ministre de la Culture donnera une conférence de presse aujourd'hui à 9h30 pour faire le bilan de cette édition. Mais je le dis avec... je suis sous les feux de la rampe, je suis le premier responsable de l'équipe du SILA et j'ai toute une équipe qui travaille avec moi. Je peux dire que ça a été vraiment une réussite cette année. J'espère qu'on va garder cet élan pour les éditions prochaines. Merci beaucoup, Monsieur Hamidou Msoudi. Je rappelle que vous êtes le commissaire du SILA. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonne continuation. Radia, c'est à vous. Merci Nedjma, merci également à votre invité de cette matinée. Et puis vous qui êtes avec nous, on va vous permettre tout de suite de revivre un événement qui a été donc abrité par l'auditorium de la radio algérienne en faveur de la mémoire justement d'un grand compositeur finlandais, Jean Sibelius, était à l'honneur donc sur les planches de l'auditorium de la radio avec un très beau concert, donc une interprétation qui oscillait entre la célébration de la nature et puis tout simplement l'éveil de l'identité finnoise. C'est un reportage signé Yazid Aït Mahidine. C'est un véritable régal pour Louis, le répertoire musical de l'icône de la musique classique de la Finlande, Jean Sibelius. Mazurka, romance et valse, des opus interprétés par la pianiste, la revenante Ika Piponen et la violoniste Mia-Marie Turnen. Ici, nous passons une soirée avec un quatuor finlandais, avec 4 jeunes musiciens. Et entre eux, il y a 2 qui reviennent à Algérie. Ils ont passé un très bon temps l'année passée, organisant un concert et donnant les masterclass dans l'École nationale de musique. Et
Disons que le focus de ce concert aujourd'hui, c'est un de le compositeur national finlandais Sibelius. I identify with Algerians because Finland was also occupied by other nations. Nous nous identifions à l'Algérie parce que notre pays a été également occupé par d'autres nations. Durant notre résistance, l'idéal de l'indépendance a été porté par notre grand compositeur national Jean Sibelius, auteur de compositions romantiques et patriotiques. Dans notre hymne national, l'indépendance de la Finlande a eu lieu en 1917. And we got our independence in 1917. Le bouleau, un arbre symbole finnois par excellence, chanté par le baryton Aku Rantama, choriste du grand festival de l'opéra de Savonlinna. I have now studied many years. Right now I'm studying in Sibelius Academy. Là, je suis encore étudiant à l'université Sibelius de musique en Finlande. How you say, the only university of music and j'étudie la catégorie chant lyrique opéra. they're studying still, but maybe someday. J'espère devenir un grand choriste professionnel. Opera, yeah, of course. And you have studied with some. Et vous avez relié également avec des monuments de la musique, n'est-ce pas? Who were they? Jorma Hynninen. Ah, Jorma Hynninen. Jorma avait une grande carrière artistique et je l'ai eu dans pas mal de cours de musique. Some studies. La musique du grand Béla Bartók, remise au goût du jour par la flûtiste Jenny Metsälä. Ces airs célébrant les rythmes et les chants des Aurès ont envoûté les mélomanes de l'auditorium de la radio algérienne. C'était là un reportage de Yazid Ait Mahiddin, qui reprenait le concert en hommage à Jean Sibelius. Et comme promis au sommaire, mesdames, messieurs, nous allons parler aujourd'hui de la promotion de l'allaitement maternel avec notamment le professeur Djamil Lebben qui nous fait l'honneur justement de venir ce matin sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Bienvenue. Merci. Bonjour. Bonjour. Vous avez un événement qui vous attend, mais vous avez quand même marqué le coup avec nous au terme de cette semaine consacrée à l'allaitement maternel et à sa promotion. Exactement. Oui, donc docteur, quelle est l'importance justement de promouvoir l'allaitement maternel avec tous les laits de substituts qui existent sur le marché? Donc on essaye un petit peu de défendre, j'ai l'impression, la présence du lait maternel dans la vie des nourrissons. Oui, effectivement, quand vous parlez de promotion, vous avez raison de parler de promotion parce que l'envahissement du marché par d'autres substituts du lait maternel fait que la femme aujourd'hui pense avoir le choix. Oui. Or, en réalité, elle ne devrait pas avoir le choix. Le meilleur choix pour l'enfant, c'est son lait. J'appelle pas ça un lait, moi, j'appelle ça plutôt une sécrétion mammaire. Oui. Parce que sur le plan biologique et tout ce qui comporte dans le lait maternel, je ne vois pas pourquoi on parle de lait et non pas de sécrétion mammaire. Ce n'est pas un lait comme le lait de vache ou le lait de chèvre ou le lait de ce que vous voulez. Oui. Donc la promotion là a toute sa place pour dire aux mamans, n'oubliez pas que ce qu'il y a de meilleur pour votre enfant, c'est ce que vous avez en vous.
Très bien. On sait que le lait maternel procure aux nourrissons tous les besoins nutritionnels donc, requis pour sa croissance, mais est-ce que c'est la seule raison? Est-ce que ce sont seulement ces apports nutritifs? Ah ben non. C'est justement ça le gros problème avec les substituts de lait, c'est-à-dire que la mère croit que le fait de donner n'importe quoi à la place du lait maternel, c'est bon, ça va nourrir l'enfant. Oui, c'est vrai, ça va le nourrir, mais cette sécrétion mammaire n'est pas faite pour nourrir. Elle est faite pour que l'enfant se développe d'une manière harmonieuse et avoir son capital santé dans cette substance. C'est une substance qui a son impact sur l'immunité? Bah oui. Je donne toujours le même exemple qui nous trouble tout le temps, c'est que quand on voit que les immunoglobulines nécessaires à la protection des muqueuses digestives et respiratoires de l'enfant, qui sont les IgA sécrétoires, ne passent pas la barrière placentaire chez la mère. Alors qu'il en a besoin. Oui. Nous, on les retrouve en nombre impressionnant dans le lait maternel. Dans le lait maternel. Donc ça veut dire que c'est la fonction mammaire qui fait suite à la fonction placentaire. Il y a un lien. Donc c'est très important. Cette phase ne devrait pas être, occultée. Ah, pas du tout. Il faut au contraire, je pense que si on avait vraiment conscience de ce que peut apporter cette substance, je pense qu'il n'y aurait pas de promotion à faire. Dans les temps anciens, les mères qui ne pouvaient pas procurer le lait maternel à leur nourrisson faisaient appel à une nourrice, justement, qui aurait eu une naissance et qui pouvait allaiter leur propre progéniture. Est-ce que c'est toujours d'usage? Est-ce qu'on va sur ce lait de substitut? Ah, c'est plus un substitut de lait, là. Non, à l'époque, c'était ça, le lait de substitution. Oui, c'est toujours un lait maternel, mais d'une autre mère. Oui. Mais vous savez très bien que cette substance, dans le co-allaitement, on va dire ça comme ça, procure une interdiction dans le mariage entre frères et sœurs de lait. Ça, absolument. Vous savez, tout le monde le sait. Et on a mis du temps à comprendre pourquoi il y avait cette notion de frères et sœurs de lait par cette substance. Alors pourquoi? Il y a des cellules souches qui ont été découvertes dans le lait maternel qui justement, lorsque l'enfant va téter notre maman, il deviendra forcément frère et sœur de lait parce qu'il va véhiculer un patrimoine génétique. Donc déjà, quand vous voyez que dans le livre saint, dans le Coran, on interdit un co-allaitement, et on interdit donc un mariage entre frères et sœurs, c'est une portée scientifique très très importante. Très importante. Oui, parce que quand c'était connu, je m'excuse, c'était connu dans la religion juive, dans le judaïsme, et c'était connu aussi chez les chrétiens coptes d'Égypte. Ils savaient que ce n'était pas permis. Alors, ce qui est de bien, par contre, c'est que quand l'allaitement est prescrit 2 ans. Awalin Kamilayn. Oui. 2 ans, c'est bon. Alors, le sevrage se fait au-delà de 2 ans. Non, 2 ans. Oui, 2 ans. Oui. À 2 ans. C'est-à-dire 2 ans inclus. On arrête. Très bien. Alors, pourquoi on arrête 2 ans? C'est pas qu'on arrête. C'est-à-dire qu'au-delà de 2 ans, c'est plus un allaitement. Parce que, par exemple, vous prenez avant 2 ans, ces cellules souches qui passent la barrière intestinale et qui peut provoquer donc un transfert des cellules souches vers notre organisme, n'existent plus après 2 ans. D'accord. D'accord? Donc après 2 ans, il n'y a pas d'allaitement. C'est pour ça qu'on s'est toujours posé la question pourquoi on dit 2 ans et pourquoi on n'a pas dit 2 ans et plus. Et à l'époque du prophète, on ne connaissait pas encore on n'avait pas toutes ces notions scientifiques. Non, non, c'était simple. Le co-allaitement était à l'époque dans les tribus arabes uniquement dans le but de créer des alliances entre des tribus. On donnait l'allaitement à quelqu'un et puis c'était des rapports. Même dans les autres religions, ça existait. Dans les autres civilisations, le co-allaitement a toujours existé. Mais ce qui est frappant, c'est ces cellules souches qui sont d'une découverte récente, 2005-2004, et qui viennent justement dire attention, il y a véritablement un problème. Et nous, on avait fait un appel à l'époque, on s'est dit qu'il fallait que le ministère des Affaires religieuses intervienne là-dessus pour qu'on puisse, dans le livret de famille, réserver un endroit pour inscrire les frères et sœurs de lait. Ah, c'est très bien ça. Mais en tout cas, la corporation donc des médecins lutte pour la promotion de l'allaitement. Qu'en est-il? On vient de citer quelques repères religieux. Qu'en est-il de la religion par rapport à cet aspect? Que dit la religion? Écoutez, la religion elle est claire à ce sujet. L'allaitement, on ne dit pas qu'elle doit allaiter. Elle allaite. Phénomène naturel.
Voilà. Il y a 4-5 versets quand même dans le Coran sur l'allaitement, c'est pas rien. Et regardez un autre verset qui est troublant, très troublant, qui dit que l'allaitement et la gestation durent 30 mois. Pas quelques mois, 30, c'est très précis. Oui. Quand vous faites le calcul en mois lunaires, vous faites le calcul de l'allaitement, 24 mois lunaires, associé à ce qui reste pour faire 30 mois lunaires, ça correspond à la viabilité fœtale. Donc la viabilité fœtale a été déjà définie dans ce verset. Oui. Donc, je trouve que c'est vraiment important. Et puis vous avez l'histoire de Moïse qui est édifiante, où on demande à la maman d'allaiter son bébé avant de le mettre sur le Nil. Oui. Bon, alors allaiter, pourquoi allaiter? Parce qu'il y a reconnaissance par la suite du bébé envers la mère. Il y a une reconnaissance, c'est-à-dire que le bébé se construit et se retrouve auprès de sa mère. Les odeurs, le comportement, et ça c'est très important. C'est très important pour un nourrisson. Donc, professeur Jamil Ben, donc on vient, enfin, la semaine algérienne, la semaine nationale consacrée justement à la promotion de l'allaitement vient de s'achever. Donc, j'imagine qu'il y a eu tout un cycle de communication autour de la question. Oui, il y a des communications, il y a des portes ouvertes dans les maternités ou autres, très bien, dans les polycliniques, dans les centres de santé, partout. C'est une semaine d'information et de sensibilisation. C'est bien, mais ce n'est pas assez. L'allaitement devrait être enseigné. Oui. Dès l'école primaire, secondaire, lycée, on devrait donner des bases scientifiques à ce phénomène-là, et non pas à des bribes d'information pendant des semaines ou des journées. Et ça porterait beaucoup plus ses fruits parce que ça permettrait aux gens d'avoir un véritable message scientifique et non pas des brides d'informations avec des logiques contradictoires. C'est-à-dire, vous avez 3 ou 4 médecins qui vont vous dire 3 trucs différents sur le même produit. Et ça ne marche pas. La mère est complètement déboussolée. Par contre, si c'est enseigné, ça va changer la donne. Moi, je pense que c'est ça le... Et pendant ces campagnes, ces cycles de campagne donc récurrents, quels sont les obstacles essentiels que vous essayez de lever? L'obstacle essentiel, c'est d'abord, je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans l'actualité, les naissances. Beaucoup de naissances maintenant se font par césarienne. Oui. Ça, on l'a dit, c'est totalement anormal. Hein. L'OMS vient d'en parler. On atteint 50% de césariennes dans des structures de santé. C'est fou. Ça ne devrait pas exister. Et vous savez que quand il y a une césarienne, il y a une séparation de la mère et de l'enfant, donc il y a un retard au départ de l'allaitement. Et puis la mère n'est pas dans le même état physiologique que quand elle accouche par voie basse, ça c'est clair. Et donc ça retarde Et le comportement de nos maternités ne sont pas faites justement pour promouvoir l'allaitement. Il faut laisser les bébés à côté des mamans. Ça c'est important, que ça soit césarienne ou pas césarienne, il faut laisser les bébés à côté des mamans. Chose qu'on n'arrive pas à faire. Et ça c'est regrettable. Il faut penser que le lien mère-enfant, c'est la base de la vie, c'est l'équilibre de l'enfant et de la mère. Ça préserve de certaines maladies importantes, on peut les citer, on peut faire un rappel si vous le permettez, professeur. Oui. Ça préserve, ça protège en tout cas un bébé qui a été nourri au lait maternel, présente moins de cas de diarrhée, de pneumonie, par exemple. Évidemment, quand vous donnez à un bébé une alimentation de ce type, chargée d'anticorps et d'immunoglobulines, forcément que ça protège. Mais les recherches en matière d'allaitement sont très très faibles, puisqu'elles ne sont pas sponsorisées. C'est que récemment, je crois qu'en Suisse, à Zurich, ils viennent d'ouvrir un grand institut de recherche pour l'allaitement maternel. Il n'y a pas de recherche, effectivement. Par contre, quand on donne les substituts de lait, sans recherche, on les donne aux enfants. Il y a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent derrière, j'imagine. Les campagnes publicitaires qui sont autour de ces substituts de lait sont incroyables. Madame, les substituts de lait ne m'intéressent pas. Oui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le fait que la mère doit avoir une information exacte sur ce qu'elle doit donner à son enfant. Et ça, c'est le devoir de chaque personnel de santé en charge de la santé mère-enfant. Et c'est vrai, donc cette semaine, c'est vrai qu'on vient d'assister à la clôture de cette semaine nationale consacrée à la promotion, et nous sommes au cœur d'une autre semaine consacrée à la santé publique. Il s'agit justement des antimicrobiens et aussi des bons usages des antibiotiques. Oui. Est-ce que, par exemple, l'interférence d'un antibiotique peut perturber l'allaitement maternel ou est-ce que... Perturbe la flore intestinale. Oui.
perturbe la flore intestinale de l'enfant. L'usage des antibiotiques, justement, vous savez, l'usage des antibiotiques on parle des bébés là, chez les bébés, c'est préjudiciable. Il y a beaucoup de prescriptions à tort, en excès. Parce que le bébé, on ne sait pas trop bien comment il va évoluer, on se couvre, on se dit on va faire une antibiothérapie de couverture, mais on lui a bousillé sa flore, et donc ce n'est pas une bonne chose. Par contre, si on donnait du colostrum au début à ce bébé, je pense qu'il y aurait moins d'effets. D'abord, c'est prouvé qu'il y a beaucoup moins d'infections avec le lait maternel, ça c'est clair. Je vous donne une remarque, depuis que les enfants ne sont pas allaités, dans mon expérience personnelle, j'ai jamais observé autant de bronchiolites en période néonatale. Alors que dans les années 80, il n'y en avait pratiquement pas. Aujourd'hui, en période néonatale, il y a plein de bronchiolites, ce qui n'est pas normal. C'est un phénomène complètement anormal. Oui, j'imagine que ça fait l'objet de nombreuses études de chercheurs algériens. Vous-même, vous faites partie de ce peloton de chercheurs qui s'intéressent à cet aspect, phénomène de l'allaitement. Et d'ailleurs, vos publications sont nombreuses autour de la question. La plus récente, d'ailleurs, qui a été publiée par l'OMS, c'est très, très édifiante. Par la revue de médecine périnatale française. Voilà, oui. C'est l'allaitement et les droits de l'enfant. Et donc, on remet en question les conclusions du Haut Commissariat aux droits de l'enfant qui fait que la première violation des droits de l'enfant, c'est la pauvreté. Pas du tout. La première violation des droits de l'enfant, c'est le non-allaitement. D'accord, donc ça constitue carrément un droit de l'enfant. C'est un droit, c'est un droit. Alors maintenant, bien sûr, on a ajouté une petite clause quand les conditions sont réunies. Parce que sinon, on rentre dans la culpabilisation de la mère, ce qu'on ne veut pas faire. Absolument. Non, on ne veut pas aller là-dedans. C'est un terrain trop sensible. La mère n'est coupable de rien. Moi, je dis que si elle n'arrive pas à allaiter son enfant, c'est que quelque part, nous, on n'a pas fait notre boulot. Quand je dis nous, c'est-à-dire de la sage-femme jusqu'à l'obstétricien, passant par le pédiatre. Donc, on est toute une chaîne à prendre en charge cette femme. Et une petite remarque, si vous permettez, l'allaitement n'est pas un phénomène de santé. L'allaitement a des répercussions sur la santé. En effet positif. L'allaitement est un phénomène social. De tout temps, la femme a allaité. Le jour où on a ramené les femmes dans nos maternités pour accoucher, on a presque tout prévu, sauf l'accompagnement à l'allaitement. En tout cas, vous accompagnez si bien, mesdames, dans cet aspect-là. Et d'ailleurs, la corporation médicale en Algérie a choisi d'ailleurs de se démarquer de la semaine mondiale qui est prévue en général du 1er au 7 août. 1er 7 août. Voilà. C'est pour plus d'efficacité ? Pour plus de cibler plus de personnes, parce que entre le 1er et le 7 août... Oui, tout le monde est en vacances. Hein. Oui. Il faudrait plutôt faire la promotion des huiles solaires. Absolument. Merci beaucoup, professeur Jamil Ben, pour cet éclairage concernant l'allaitement maternel. Et puis, bonne continuité. Un événement vous attend là. J'imagine que vous allez participer à cette rencontre. Sur les antimicrobiens. Sur les antimicrobiens. Donc, sujet merci très important. quand même d'avoir pris le temps et la peine de venir sur le plateau pour parler de cet aspect très important pour la santé publique. Exactement. Merci infiniment encore une fois. C'est moi qui vous remercie. Et puis tout de suite, mesdames, messieurs, on installe l'espace consacré aux empreintes de l'art algérien. Il s'agit de l'espace mosaïque dirigé par Nassiba Djaïdir. Mais avant, voici le portrait d'un artiste qu'elle a rencontré. Il s'agit de l'artiste Adjaout, donc rencontré par Nassiba Djaïdir. Dans ce reportage, on voit le compte-rendu de cette belle rencontre.
fait pas vivre son homme. Donc ils ont créé un atelier de céramique. Au début, il n'y avait pas mes enfants avec moi. Mais, quand ils ont grandi, évidemment, ils ont aimé ça. Ils ont quitté l'école de plein gré. Ils voulaient être avec moi. Donc ils ont appris le métier avec moi. Donc ils ont appris et la céramique et la décoration sur bois traditionnelle. Sa passion pour l'art, il a Surtout avec un maître. Je l'appelle moi, c'est un ami, un maître. On fait la céramique, le bois, un peu de plâtre, tout ce qui est décoratif. Mais on est spécialiste sur les faux plafonds en bois, peint et la céramique. Là, vous voyez un vase qu'on appelle le vase de l'Alhambra, que, bon, j'ai repris la forme exacte du vase, mais à l'intérieur, c'est mes décors, à part les deux gazelles, toute autre chose, c'est mes créations. Là, je voudrais rendre hommage aux Andalous, n'est-ce pas? Je vis surtout les maîtres artisans, les artistes et surtout les scientifiques. Je voudrais leur rendre hommage. Ici, une gerbe de fleurs, n'est-ce pas? Je voudrais leur rendre hommage à ces gens-là qui avaient un esprit extraordinaire. Voilà, une gerbe de fleurs avec au fond le vase de l'Alhambra et tout autour en filigrane ici, il y a un travail. Bonjour à vous tous, ravie de vous retrouver tous les mardis. Ah, ça fait voyager tout ça. Tout à fait, on l'a vu dans son petit jardin potager avec ses petits-enfants. Mustapha Ojaoud, qu'on salue s'il nous regarde ce matin. Oui, et puis même dans l'atelier, dans l'espace de travail dans aussi. l'espace travail, on l'a vu à l'œuvre, c'est un artiste céramiste au parcours riche, imposant, qui a un parcours, il est passé par l'École supérieure des Beaux-Arts. On a eu l'occasion, Radia, de le recevoir ensemble ici même dans ce studio. Et on lui avait rendu visite il y a quelque temps de cela dans son atelier, qu'il partage avec ses deux fils. On a vu, il y avait l'un de ses fils qui travaillait avec lui ce jour-là, le jour de notre passage, mais il y a un deuxième aussi qui partage aussi sa passion, donc il a transmis son savoir-faire à ses enfants.
Cette semaine également, la céramique était à l'honneur à Alger. Ah, tout à fait. Et justement, Mostafa Hadjaout aussi participe à ce deuxième salon de la céramique d'art organisé par l'association Ayadi El Jazair. Et avec nous ce matin pour en parler, on a le plaisir de recevoir Karim Haddaoui. Bonjour. Bonjour madame. Merci d'être des nôtres ce matin. C'est moi qui suis honoré d'être là. On vous remercie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous participez à ce deuxième salon de la céramique d'art qui se déroule actuellement au Musée national des beaux-arts d'Alger qui fait face au jardin d'essai. Dans ce lieu d'art et d'histoire, vous exposez aux côtés d'autres céramistes qui font partie de cette association Ayadi El Jazair dont vous êtes aussi membre actif de l'association. Alors, vous exposez depuis 2 semaines. L'exposition, elle a démarré il y a quand même 2 semaines. Elle est prévue pour un mois. Donc, elle a démarré le 20 du mois dernier. Et elle s'achèvera le 19 de ce mois-ci. Donc, les céramistes exposent à cette occasion pendant un mois. Et c'est une exposition qui regroupe un peu céramistes de différents modes d'expression. À savoir que dans cette exposition, on peut trouver des céramistes qui traitent un peu la céramique dans le style classique, art plastique. Oui, art plastique. On peut retrouver aussi d'autres céramistes qui traitent le monde dans l'expression art appliqué. Et nous avons aussi la céramique traditionnelle, poterie. Donc il y a une variété, une panoplie de modes d'expression de céramique qui sont présentes. D'accord. Alors, Karim Haddaoui, il y a une trentaine de céramistes qui exposent, et de la wilaya d'Alger, des wilayas environnantes, qui viennent de différentes wilayas. Vous savez, les wilayas limitrophes, je dirais. Oui, oui. Pourquoi limitrophes? Parce que vous savez que l'organisatrice de cet événement, c'est l'association Ayadi. Oui. Et comme étant une association et des moyens logistiques limités, donc, parce que si on devait inviter les céramistes de l'intérieur du pays, une prise en charge qu'il va falloir hébergement, restauration, déplacement, billet d'avion. Pour plus de facilité, l'association Ayadi a fait en sorte d'inviter les céramistes qui habitent Alger, Tipaza, Blida, Bomerdès. On est allé jusqu'à BTA. Jusqu'à BTA, oui, on peut venir la journée et repartir en fait. Et c'est une belle expérience pour vous d'exposer dans ce... En ce qui me concerne moi-même, personnellement. Oui, c'est bien d'exposer dans un musée. Ouais, c'est intéressant. C'est un privilège d'exposer dans un musée. Voilà, c'est un privilège, c'est intéressant. Et vous touchez un large public aussi. Parce que quand vous avez sur votre palmarès exposition dans des musées prestigieux, et le musée des Beaux-Arts d'Alger en est un, donc ça fait quand même plaisir. Moi, je donne beaucoup d'importance au salon, aux expositions. D'accord, vous êtes justement très actif. On sait que Karim Haddaoui est très actif. Oui, je participe énormément, aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur du pays. C'est-à-dire là où on vous appelle, quand il y a une activité, vous répondez quand présent. Une activité que je vois intéressante sérieuse, qui parle, parce que vous savez, pour un artiste, un artisan, l'aboutissement d'un travail, c'est le salon, c'est l'exposition. Oui. Voilà, c'est à peu près le gala du chanteur. Tout à fait. Vous préparez, vous faites des conceptions, vous trimez dans votre atelier, et au bout de course, en aboutissement, vous avez l'exposition. Et là, vous avez les retombées de l'évaluation de ce qui a été fait pendant toute la période. Vous allez à la rencontre du grand public. Voilà. Et en fait, à la base, vous êtes passé, si on revient un petit peu en arrière, vous êtes aussi bien... Tout comme Mostafa Hadjaout, on en parlait tout à l'heure, vous êtes passé par cette prestigieuse école, l'École supérieure des beaux-arts d'Alger, par laquelle sont passés les grands noms c'est une très belle école. De l'art, il faut voir son architecture, son jardin, les statues qui ornent un peu l'espace. L'école des beaux-arts est une très belle école. Ça remonte à quelle année Moi j'ai été diplômé en 80, donc c'est pas hier.
En 80, et En vous 80. avez fait Et une puis après- spécialité en céramique? Oui, moi je suis spécial. Enfin, j'ai fait du tronc commun, à savoir Oui. les beaux-arts dans l'ensemble, la décoration plane, la peinture, la sculpture, la calligraphie, la miniature. Et puis en spécialisation, j'ai opté pour la céramique. Donc C'était un coup de cœur, une envie d'aller vers la oui, céramique? enfin, j'ai perçu en cette spécialité un moyen d'expression qui me permettait de faire beaucoup de choses, à savoir m'exprimer comme je veux. Je peux faire aussi bien des arabesques que des créations un peu hétéroclites, parce que c'est l'argile, c'est les émaux, c'est le feu. Oui, Donc ces trois associés, l'art de la terre et du puis feu, on peut, hein. vous savez, même les plus grands plasticiens ont touché à la céramique, parce Oui, qu'elle offre beaucoup de possibilités. des possibilités un peu particulières. Beaucoup de possibilités. On a un Voilà. petit aperçu. Vous avez un Oui, mais très avant de joli vase. voir tout ceci, moi je préfère qu'on regarde un petit peu les images que vous On nous va avez aller, amenées. C'est bon, faire on va une petite peut-être voir virée toutes au les musée. autres empreintes Oui. d'abord avant de zoomer un peu plus et de D'accord. faire le gros plan des œuvres Sur de Haddaoui. l'œuvre de Voilà. Karim Haddaoui. Alors, on va Merci. faire une petite virée du côté du Musée national des beaux-arts d'Alger, où expose l'association Ayadi avec tous ses membres. Au Musée national des beaux-arts, la céramique d'art est à l'honneur. L'association Ayadi El Jazair organise son 2e salon. Un salon qui rassemble près d'une trentaine de céramistes. Des céramistes d'Alger et des wilayas environnantes qui rendent à cet art ses lettres de noblesse. Des objets d'art exposés, de la passion à partager pour cet art ancestral. Un art revisité dans un salon pour valoriser le métier de céramiste. C'est le second, après celui de 2014 au Musée de la miniature, de la calligraphie, de l'enluminaire Moustapha Bacha à la Grasbah. Donc c'est un rendez-vous qu'on donne au public en général et aux gens qui fréquentent les musées en particulier, parce que c'est une certaine frange de la société. Donc là, on montre le savoir-faire de nos artisans. Il y a un panel assez large de produits qui vont de la céramique, disons basique mais dans le sens artistique, jusqu'à le produit recherché et innovant. Dans cet univers des formes, de la matière et des couleurs. De la conception à la réalisation, des étapes de travail où l'amour du fait main prend tout son sens. Entre tradition et modernité, des objets d'art dans l'air du temps. Des objets décoratifs ou utilitaires réalisés en pièces uniques ou produits en petites séries. De la précision, de la rigueur dans un métier d'art qui nécessite aussi un grand sens de l'observation. Passion et patience pour arriver au résultat escompté. Je me lance maintenant vers la décoration parce qu'à l'origine, je faisais les modèles et je suis modéliste à l'origine, maître artisan en céramique et designer. Je faisais les modèles pour les céramistes. Maintenant, on a décidé de nous convertir vers la décoration, c'est-à-dire vers le produit fini. C'est une nouvelle gamme pour nous. Les fontaines, les appliques, bien sûr, on n'a ramené que cela parce qu'on n'avait pas beaucoup d'espace. Dans cet espace dédié à la céramique d'art, un savoir-faire où se mêlent passion et amour du fait main. Chaque œuvre d'art mérite l'attention. Ces exposants ont présenté leur dernière création. Ils ont été sélectionnés pour la qualité de leur travail et la variété de leur production. C'est la première fois que nous venons en Algérie pour un séjour court de 8 jours. Malgré tout, on a eu le temps de profiter de toutes les beautés artistiques, historiques
Et l'exposition que nous venons de voir présente, j'ai trouvé, énormément de variétés. On a vu plusieurs musées à Oran, à Tlemcen et bien sûr à Alger. On a vu beaucoup de céramiques anciennes, mais là justement, même les céramiques de tradition ont la vivacité de couleurs récentes et surtout beaucoup sont renouvelés, manifestent l'art. Et je trouve justement que cet amphore-là manifeste à la fois la tradition dans l'amphore et la modernité dans le fait de la dévoiler à travers un voile de céramique. Donc je trouve cette exposition très belle pour ça, très originale. Ce salon valorise la tradition, la créativité des métiers et des techniques de la céramique. Des métiers de la terre et du feu où l'on peut innover sans être en rupture avec l'art ancestral. Des métiers qui mettent en valeur le riche patrimoine culturel algérien. Belle brochette d'artistes, voilà, moi aussi je m'y mets. Une exposition vraiment à découvrir, hein. Je vous conseille vivement d'y aller, ainsi que tous nos amis téléspectateurs et téléspectatrices, si vous vous trouvez... Oh, rassurez-vous, Nassiba, je suis convaincue. Hein, je suis convaincue. Alors, on peut aller faire un petit tour au jardin d'essai et visiter le musée. Belle exposition. Donc, alors, ça se trouve au musée, mais la salle d'exposition, c'est tout à fait, c'est au rez-de-chaussée. Hein, donc très accessible, à l'entrée principale. En face du métro. Et... Très accessible. Alors, je voulais vous poser une question, Karim Hadaoui. Cette exposition, est-ce qu'elle... Ça, c'est une exposition vente ou vous exposez seulement... Est-ce que le dernier jour, peut-être, il y aura une vente? Oui. Alors, c'est une exposition dans un musée. En principe, la vente n'est pas d'actualité. Oui, mais exceptionnellement, par exemple, à l'instar de toutes les expositions un peu figées, le dernier jour, on a le droit de céder les pièces. Donc avis aux amateurs, les gens intéressés par d'éventuelles céramiques qu'ils ont pu voir pendant l'exposition sont les bienvenus le 19 le dernier jour, pour pouvoir les acquérir. Réservé, et comme la plupart des pièces sont uniques, donc des pièces uniques. Uniques, oui, pour la plupart. Comme celle-ci, par exemple. Une grande diversité. Oui. Celle-ci est la Elle vôtre. a été faite en ce modèle a été fait, ce dessin-là a été fait en une seule fois. J'ai fait la même forme, mais avec un autre dessin. D'accord. Voilà. Okay, alors ça, c'est votre travail à vous, votre touche à vous, quand on connaît... Là aussi, j'ai un beau vase à côté de moi. Oui, magnifique, magnifique. Alors, ma spécificité, c'est un peu ma gamme de couleurs, ma manière de poser ma dorure. Bah oui, chacun a sa touche, hein, en fait. Et entre tradition et modernité, voilà ce que ça donne, hein. Oui. Mais bien sûr, c'est vrai que c'est inspiré de l'art musulman. Oui, tout à fait. Donc c'est les motifs d'arabesque. Et la touche de dorure, bien sûr, est contemporaine. Absolument. La forme reste dans la tradition parce que les motifs sont traditionnels. Ça veut dire que... Les Fatimides avaient osé un peu la dorure à l'époque, à leur époque. Et des émaux un peu plus brillants que d'autres. Pas la dorure, c'était plutôt comment on appelle ça, du reflet métallique. Des reflets métalliques. Donc le reflet métallique représente une autre technique, un autre mode de faire. Et le reflet métallique s'obtient à travers un oxyde de cuivre, en le mettant dans des cuissons réductrices. Tandis que la dorure que vous voyez ici est à base d'or pur 24 carats. C'est-à-dire dans ma fiole de 100 grammes, vous avez 11% d'or pur 24 carats. C'est pour ça que ça coûte très cher. Donc cette dorure est à base d'or fin, c'est-à-dire or véritable. Tandis qu'à l'époque... C'est bien de le souligner, on ne le sait pas toujours. C'est un détail. Non, mais je le souligne, moi, parce que quand je vends une pièce, je remets avec un certificat descriptif.
où tout est écrit. Descriptif, d'authenticité. L'auteur, qu'est-ce qu'il a comme palmarès, après avec quels émaux, quel oxyde a été fabriqué l'objet, la certification de l'or étant à base de 24, ainsi de suite. L'argile qui provient de tel et tel endroit. Voilà. Toute l'histoire de l'objet. Absolument. Alors vous avez exposé des tableaux, des objets, aux côtés d'autres céramistes qui, à chacun sa touche. Les étapes de travail sont un petit peu les mêmes, mais voilà, chacun sa démarche artistique, sa démarche. C'est ce qui fait la variété. Voilà. Et puis il y a de l'innovation, des objets aussi très design, très contemporains qu'on a vu dans cette salle d'exposition. Oui, c'est une exposition très variée. Comme je vous l'ai dit, vous pourrez trouver de l'art plastique, de l'art appliqué, de l'art traditionnel. Donc toute la panoplie est là. Et c'est vrai que la variété donne un aspect, donne une richesse d'observation très agréable à l'œil et tout ça. Et même dans mes espaces d'exposition personnels, par exemple, où j'expose mes propres réalisations. Oui, puisque vous avez votre atelier. J'expose aussi celles de mes confrères et consoeurs. D'accord, donc au Télémi, vous êtes installé au Télémi, à Riyad El Feth, au Centre des Arts. C'est ça. Au départ, c'était le Centre des Arts de Riyad El Feth. C'était au départ, oui. Qui existe toujours, la boutique existe toujours. La boutique existe. Et il y en a une deuxième aussi au boulevard du Télémi. Sur le boulevard du Télémi, puisque le Télémi, depuis quelque temps, est devenu un espace culturel. Oui, justement, on en parlait la dernière fois avec Abdelrahman Aïdou. Il a parlé de sa galerie. Professeur de peinture au Beaux-Arts. Tout à fait. Il a même cité votre espace d'exposition. C'est gentil à lui. Et d'autres aussi. Vraiment, ça devient oui, c'est un espace un boulevard très j'essaie d'être culturel. là où il y a la culture. D'accord. À Riyad El Feth, il y a toujours l'appellation, c'est le centre des arts. Oui, mais et puis au Télémi, avec la panoplie d'antiquaires, de galeristes, de... L'école des Beaux-Arts tout d'abord. L'école des Beaux-Arts aussi. Et le musée des antiquités. Et le musée des antiquités, le Bardo. Le musée de l'enfance. Tout à fait. Il y a beaucoup de... Si on emprunte le boulevard du Télémi, le boulevard Karim Belkacem, c'est ça. Donc on peut... Ça peut être l'objet d'une belle visite. Ah oui, absolument, une belle culturelle. visite guidée, culturelle, tout à fait. Alors on arrive au reportage qu'on a vu il y a un petit moment. On aura reconnu dans le président aussi, Samir Brahimi, qu'on salue ce matin s'il nous regarde. Il a exposé aussi. Il a organisé cet événement avec d'autres associations. Il a exposé. On aura reconnu aussi Shiham Milodi aussi, qui s'est lancé, qui faisait le modelage et il s'est lancé dans toute autre chose, dans d'autres objets. Il est attributeur d'un premier prix aussi de l'artisanat, lui. Hein. Oui, d'accord, ok. Il a touché aussi un petit peu à l'architecture avec ses fontaines. Vous aurez vu un petit peu, c'est quelqu'un de très sérieux dans son travail, donc qui fait de Et en belles parlant choses. de prix, il y a eu des prix qui ont été décernés hier. Il y a eu le prix de l'artisanat. Ça s'est déroulé à l'hôtel Sofitel. Alors rapidement, il y a eu, vous y avez assisté. Il y a eu alors des prix. Bon, c'est pas classé. C'est par activité. Dans le verre, le prix du verre, le prix de la dilanderie, le prix de la céramique. Voilà, le verre, ça a été attribué à Anwar Allel de Tlemcen. Dans le verre, on peut pas peut-être citer tout le monde. Et il y a eu aussi le prix de la vannerie à une personne qui vit à Tessadit Mzienne, à Tizi Ouzou. Il y a eu aussi le prix de la vannerie, le prix du cuivre, et aussi il y a eu 4 ou 5 prix qui ont été décernés. C'était un événement quand même remarquable parce que d'abord ça marque la journée de l'artisanat. Oui, tout à fait. C'est la journée annuelle et mondiale de l'artisanat, donc à ce titre, c'était bien de marquer cet événement par la remise des prix de l'artisanat à des personnes qui ont fait un effort de faire des choses innovantes. Absolument. On y reviendra peut-être dans notre émission. Avec plaisir, Nassiba. Avec plus de détails pour cet événement. Alors, rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, prochaine exposition, la toute dernière c'était en Tunisie, la prochaine c'est à Koweït, mais rapidement. La prochaine c'est au Koweït. Moi j'ai le privilège et la chance peut-être d'avoir exposé un peu partout dans les pays arabes, aux États-Unis, en Europe, beaucoup en France, notamment à la porte de Versailles, au Carrousel du Louvre, au Palais de Gargilès, au Palais du Pharaon. Et j'ai fait des expositions au Caire, à Damas, la capitale de la Syrie, à l'époque. Oui, donc la prochaine, ça sera à Koweït City. À Koweït City, d'accord, ok. Alors bonne on chance. vous souhaite bonne chance pour la prochaine. Merci. Et voilà, en attendant, vous exposez pour le moment. Pour le moment, je fais jusqu'au 19 au Musée national des Beaux-Arts
à Al-Hamma. Donc c'est un très beau musée d'abord à découvrir. Oui. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une œuvre architecturale d'abord et Tout qui à fait. recèle des tableaux de super valeur. Et c'est un témoignage de Karim Heddaoui, mesdames, messieurs. Merci beaucoup, Nassiba. Je vous en prie. Donc voilà, prochain rendez-vous aussi, prochain vernissage au niveau de ce musée, Musée des Beaux-Arts d'Alger, c'est l'exposition de Fares. De Fares Samedi prochain, Samedi à prochain, partir il y a de d'autres 16h. événements Très qui bien. vous attendent pour samedi prochain. Kenazen au niveau de Dal 15 Oui. et c'est Yasmina Sadoun qui expose actuellement à la galerie Racim. Très Donc, bien. Il y a énormément d'événements en ce moment. Qu'on attend avec impatience, Tout à fait. Nassiba. Merci. Donc on essaye tout de suite d'entrer en contact avec Imen Mahrougras qui se trouve à Oran actuellement à l'occasion de la semaine gastronomique grecque. Donc la Grèce et Athènes sont à l'honneur à Oran, donc El Beya. Je ne sais pas si Imen nous écoute ce matin. Bonjour Imen. Ah bah si. Ah bah si. Bonjour Imen. Et bien sûr, le studio bien égayé par des plats qui ont quand même 4000 ans d'existence puisque c'est une cuisine méditerranéenne et quand même, les qualités de cette bonne et belle cuisine, ce sont des saveurs méditerranéennes par des herbes et surtout préparées avec amour. Puisque c'est ce grand événement, cette semaine gastronomique grecque, et elle est initiée par le Royal Hotel, comme d'accoutumé. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois, puisqu'on a pu découvrir d'autres cuisines, d'autres saveurs qui viennent d'ailleurs. Cette fois-ci, c'est grec. D'habitude, on a pu goûter aux saveurs italienne, française, espagnole, turque et j'en passe. Alors pour parler de cette bonne cuisine, je partage le plateau avec Madame Sersa Fella, assistante du directeur général, responsable de communication du Royal Hotel. Bonjour. Bonjour Iman. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir invités. Alors Fella, cette fois-ci, vous nous avez ramené, alors là, la bonne cuisine qui sent quand même la Méditerranée de bon matin. Bravo, ça va trop. Merci, merci, vous n'êtes pas seul puisqu'on partage le plateau avec deux artistes. Eh bien, chacun dans sa on va dire dans sa filière. Bien sûr, on va dire la culture grecque, elle est là en force puisqu'il y a même la chanson qui s'est mêlée à cette bonne cuisine méditerranéenne. Eh bien, honneur aux dames, comme on a l'habitude de le faire, eh bien, nous recevons sur notre plateau Elini Vassiliadou. Bonjour. Bonjour Iman, bonjour. Merci beaucoup pour l'invité. Kalimera Algeria. Bonjour. Merci. Alors, et accompagné de Michael Kapnisakis. Bonjour. Bonjour. C'est un chef cuisinier, c'est lui qui nous a préparé ces mets. Welcome. I am welcome to be here in Algeria. With Algerian people, it's my honor that Royal Hotel invite me to come to work. Eh bien, l'honneur est pour nous de partager avec vous ce plateau de Bonjour d'Algérie ici, afin de parler des mets et de la culture, bien sûr, grecque, qui s'est déplacée, qui ne nous coûte pas cher du tout. Alors, le Royal Hotel nous a économisé le billet qui est cher, peut-être, le séjour aussi. Donc, on va le découvrir ici même, au Bonjour d'Algérie, ici à Oran. Eh bien, bien sûr, on commence toujours, bien sûr, du moment que c'est les mets qui sont à l'honneur. L'initiatrice de ce grand événement, de cette semaine gastronomique grecque, c'est bien sûr le Royal Hotel. Alors, Madame Fella, vous nous avez dit que ça a été la préparation la plus rapide de toutes les semaines gastronomiques. Oui. Tout à fait, tout à fait. Ça, en 2 mois, on a pu réaliser cette semaine. Donc, ça a commencé le mois de juillet avec son Excellence, Madame l'ambassadeur, que je salue à l'occasion. Donc, on a parlé des semaines gastronomiques au niveau du Royal Hotel. Égyptienne, tunisienne et tout. Alors elle nous dit pourquoi pas? Pourquoi ne pas faire une semaine gastronomique grecque au niveau de votre hôtel? Donc c'était à Alger. Ça s'est discuté au niveau d'Alger. Donc et voilà, en 2 mois, on a avancé, on a réalisé. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que c'était la plus courte point de vue organisation. Donc
Voilà. Très bien. Alors, et comment vous avez fait pour ramener tous ces artistes? Vous avez ramené quand même, comme on a vu hier d'ailleurs lors de l'ouverture du cocktail. Alors, c'était d'ailleurs, il y avait plein de monde. C'était un petit peu différent des autres semaines gastronomiques que vous avez préparées. Alors, quand on a fait un sondage autour de nous, c'est-à-dire pour présenter cette semaine, c'est tout le monde qui était pour. Alors c'est tout le monde qui dit oui, pourquoi pas, ah oui, la Grèce, oui, c'est tout le monde qui adore ce pays. Donc on ne savait pas. Moi personnellement, c'était une découverte pour moi. Donc on s'est dit oui, allez, on commence. C'est Madame l'ambassadeur qui a pris l'initiative d'appeler la chanteuse qui est déjà passée à l'Opéra d'Alger. Elle a fait un grand concert avec une Algérienne, ce qui s'appelle la Miarma Etamara. Donc voilà, on a fait appel à elle. C'est la deuxième fois qu'elle travaille en Algérie. Donc on est chanceux de la recevoir et de partager avec elle aujourd'hui le plateau. Extraordinaire, il n'y a rien à dire. Le chef aussi, c'était le choix de son excellence. Et là, vous voyez ce qu'il a fait, ce qu'il a présenté. Et tout le monde est satisfait à la découverte de cette cuisine qui est très variée et très riche. Et je vous laisse le choix de déguster et de réaliser tout ça. Alors, que pensez-vous de votre voyage Alger-Oran? Alors, mon Dieu, j'arrive pas à déchiffrer. On va essayer une autre fois avec le... D'accord. Alors, en attendant, avant de commencer notre débat avec nos deux artistes, chacun dans son domaine, eh bien, nous allons, on vous propose le VTR qu'on a fait hier lors de l'ouverture de cette semaine gastronomique et on se retrouve juste après. Oran renoue avec la tradition pour la semaine dédiée à la gastronomie grecque, cet événement culturel qui a été inauguré le 11 novembre au prestigieux Royal Hotel et qui s'étalera jusqu'au 15 du même mois en présence de Madame l'ambassadeur grecque. La cuisine, ça fait partie de la culture aussi. Et c'est ce que je voulais dire, c'est que c'est une culture qui nous unit parce que la bonne cuisine est aimée de tout le monde. Et la cuisine grecque est fraîche, simple, et des ingrédients, des aromates d'herbes qui se trouvent des deux côtés de la Méditerranée. Au Royal, on voyage souvent et on essaye d'aller très loin, mais bon, la Méditerranée est tellement belle qu'on n'a pas voulu aller trop loin et on a choisi la Grèce. Et c'est quand même un travail assez ardu parce que il y a toute une logistique à mettre en place. Il y a un programme culinaire à adapter aussi au choix des ingrédients que l'on va trouver sur place et ceux auxquels on est obligé de faire venir de là-bas. C'est un voyage qui nous coûte pas cher et qui nous fait voyager dans le cœur et dans l'esprit et dans la dégustation. Cette semaine se vante un carrefour d'échange puisqu'elle offrira aux clients un cadre très agréable où tous les ingrédients allant de l'accueil à la gastronomie, la qualité de service et l'animation musicale sont réunis. C'était vraiment magnifique. On a dégusté quelques entremets assez, comme je suis curieuse, assez gustatifs, je dirais, assez spéciales. Des saveurs différentes, mais toujours méditerranéennes. Je pense que c'est ce qui relie l'Algérie à la Grèce. Oran va abriter un mélange de pays méditerranéens dans un sens et autre sens, donc pour préparation, tout ce qui est art culinaire et cuisine algérienne, dans un cadre d'échange, bien sûr, entre les deux pays, Algérie, Grec, bien sûr, notamment Oran, en tant qu'une ville riche en tradition, en culinaire. Les Oranais pourront découvrir une palette de saveurs aussi variées que les paysages de ce beau pays, riche d'une histoire culinaire de 4000 ans qui a sa source dans le bassin méditerranéen. Un régal pour les fins gourmets dans un décor où s'allie la saveur des plats avec la musique d'ambiance sous les sonorités du Sirtek. De retour sur notre plateau et toujours en compagnie de nos artistes, bien sûr. Et bien voilà, parlez-nous de la diversité de la cuisine grecque. Alors, là, vous pouvez juste formuler la phrase en anglais? Désolée. About the cuisine. For the cuisine. We have very healthy products in Greece. Very, very healthy, and that's why the food is very good
from our healthy products. The quality. The quality, yes. The quality of the products and foods. Les produits, elle est très bonne. D'accord. La cuisine méditerranéenne est saine. Alors très bien, ben oui, du moment que nous, on fait partie de cette culture méditerranéenne et cette cuisine aussi, et notre cuisine aussi, elle est très bonne. Donc on a quand même un point exactement, un point commun puisque ce sont les aromates méditerranéens. Alors parlez-nous un petit, est-ce que ça diffère de région en grec? Different region in Greek. Est-ce que la cuisine grecque diffère de région en région comme en Algérie? It's the same? No, it's not the same. It's different. Every country has not the same. How can I say it? It's not the same in the ingredients. Yes, not the same. C'est pas la même chose par rapport aux ingrédients. Our olive oil is the best. That's why we haven't on all food. We put olive oil in all food. Ouais, ils mettent beaucoup d'huile dans la cuisine grecque. C'est l'huile d'olive ou bien parce qu'il y a plusieurs huiles. Ils ont ramené. Très bien, d'accord. Alors, ben oui, voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu les mets que vous nous avez ramenés aujourd'hui? The food, yes. This is Greek moussaka. C'est la moussaka. La fameuse moussaka, oui. À base de pâtes pommes de terre, et eggplant. Oui, pâtes et viande hachée. Viande et béchamel. Parce que nous aussi. Et la béchamel. Et la béchamel. Donc vous avez percé le secret de la moussaka. Très bien. Alors, This is pâte au fil avec crème. La pâte au fil avec la crème. Avec la crème avec citron. Sucré, avec la crème sucrée et citron. Avec. D'accord. Je reconnais aussi des crevettes. Crevettes avec purée. Voilà, la purée de petits pois. Et tomates fraîches. Et tomates fraîches. Oui. Très bien. Et le quatrième. Boulet de viande avec tzatziki. It's yogurt with garlic inside. Anis, concombre, la crème, persil, origan, de l'origan, black pepper. D'accord, c'est une crème à base de yaourt, concombre. Et les herbes aromatiques. Très bien. Alors, et je vois aussi ici, alors qu'est-ce qu'il y a dans le pot? Ici, c'est pâte d'olive. C'est une pâte d'olive. Est-ce que je peux voir, s'il vous plaît? Oui. Très bien. Donc, on va essayer de sentir. Oh, c'est dur, hein? C'est le chef qui peut le faire. Eh bien, chers amis téléspectateurs, je vais vous dire qu'on a pareil en Kabylie. Pareil. Vous voyez? Donc, on a beaucoup de points en commun avec la cuisine grecque. Hein. On a ça ici en Algérie. Oui. On a ça. Oui, le sait, de toute façon. Très bien. Et ça? Il a goûté. Tuna. Ah, c'est du thon. Très bien. Donc, et là, merci, puisque on a allié quand même les deux formes, on va dire, de culture qui sont là, puisqu'on va passer maintenant à la chanson avec Madame Elini Vassiliadous. Voilà. Alors, que pensez-vous de... on va dire, je cherche mes mots, surtout en anglais pour que je puisse un petit peu poser la question à notre artiste. Alors, comment évaluez-vous justement votre voyage en Algérie? We have a very beautiful time already here in Algeria. We are very happy to be in Hotel Royal. We thank everybody for the hospitality, for the good hospitality. We really like Oran as much as we saw it. It is a very beautiful place. Mais Oran aussi vous a aimé. Alors là, je vais vous demander, parce qu'on va se quitter en musique grecque, eh bien, de nous interpréter une petite chanson qui représente la Grèce. Oh, you would like me to sing for you? Yeah. Okay, merci beaucoup. We're going to sing une chanson grecque de grand maestro Mikis Theodorakis, une chanson internationale de Nana Mouchouri and Demis Roussos have already sang this song, and Melina Mercouri, un grand artiste de Grèce, old popular.
Très bien. Les enfants d'Ouviré. On commence?